C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président, de ce magnifique exposé, plan d'idées, non seulement plan d'explication, mais d'idées de neuf sur l'avenir. Et vous avez offert en splendide démonstration de ce que les citoyens européens peuvent faire à ce moment, c'est-à-dire de se pencher sur leur avenir et d'offrir des solutions constructives qui vont nous permettre d'avancer encore dans cette tâche si importante. Donc c'est avec un énorme remerciement que nous nous exprimons à ce moment, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de la Fondation, et j'oserais même dire, c'est dans l'esprit de Jean Monnet que vous vous êtes aujourd'hui exprimé et placé vos propositions devant cette Assemblée qui a été certainement exaltée et par la qualité de votre exposition et par la beauté de votre exposé et la clarté des idées. On va encore abuser un peu de votre temps, si vous êtes d'accord, et je donnerai la parole aux membres du public qui voudront vous poser des questions. Je leur prierai de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de parler clairement au micro et de dire leur nom et de dire le plus clairement possible leurs questions de façon à que notre invité puisse leur répondre aussi d'une façon aussi claire qu'il le sait. Qui veut commencer? Voilà, il y en a Madame Grappan ici, puis quelqu'un à l'arrière aussi. Merci. Madame Grappan, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec mes excuses, j'ai deux questions. La première, suscitée par l'exposé de M. Trichet, qui a dit qu'il ne croyait pas ou il n'encourageait pas un vrai fédéralisme politique et il propose plutôt ce qu'il appelle un fédéralisme par exception. Je crois me souvenir, Monsieur le Gouverneur, que lorsque vous avez quitté la Banque Centrale Européenne, vous aviez fait un discours dans lequel vous proposiez des transformations de structure de la gouvernance européenne sur le plan politique, qui comportait, je crois, la transformation du Conseil européen en Sénat, enfin un certain nombre de propositions de ce genre. Est-ce que ce que vous venez de nous dire, c'est que maintenant vous croyez que cela n'est pas possible et qu'il vaut mieux se rabattre sur cette solution du fédéralisme par exception? Et ma deuxième question, puisque je siège à Washington, vous n'en serez pas étonné, a à voir avec la dédollarisation dont on parle beaucoup actuellement. Depuis des années, les télévisions, les médias anglo-saxons nous rabattent les oreilles des dangers qui s'attachent à l'euro, à la gestion de l'euro. Mais la dédollarisation dont on parle beaucoup moins dans la presse anglo-saxonne, mais dont on commence à parler pas mal dans la presse européenne, est aussi une question qui existe, surtout après la conclusion d'accords comme l'accord entre la Russie et la Chine sur 400 milliards de dollars d'échanges qui seront faits dans des monnaies locales et pas en dollars, dans des industries qui sont traditionnellement en dollars, ou la contestation par le gouvernement français de l'amende dont est menacée la BNP parce qu'elle a travaillé en dollars sur des opérations qui ne sont pas interdites en droit français, alors qu'on veut lui appliquer le droit américain. Quelles conséquences, pensez-vous, peut avoir ce phénomène de dédollarisation sur l'euro et sur l'Union européenne? Merci, Madame. Alors, une question là derrière qui lève la main. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, nous avons eu en Suisse, en février et en mai, deux votations fédérales catastrophiques qui ont mis la Confédération dans une position très délicate. La raison de ces votations catastrophiques, à mon avis, est qu'on n'a pas assez expliqué aux électeurs, aux votants, les conséquences catastrophiques potentielles de leur vote. Alors, si on transplante ça sur le plan européen, on assiste actuellement quand même à une montée forte de l'hostilité
envers l'euro et envers l'Europe. En France, avec la montée du Front National qui est hostile aux deux, en Angleterre, en Royaume-Uni, pareillement, on risque d'avoir un vote dans 2 ans sur la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Toutes ces potentialités, sorties de l'euro, sorties de l'Europe, du Royaume-Uni, sont évidemment catastrophiques. Ne pensez-vous pas qu'il est urgent que l'on explique aux votants des différents pays les conséquences catastrophiques potentielles de vote en ce sens? Merci. Encore un autre par là, madame. Bonjour, monsieur Trichet. J'ai une question assez simple par rapport à la légitimité démocratique dont vous parliez, notamment du Parlement. Comment interpréteriez-vous le fait que M. Juncker ne soit pas le prochain président de la Commission? On prend les réponses maintenant. Très bien. Donc maintenant, premier tour de réponse. Toutes les questions sont passionnantes, naturellement. Sur ma propre compréhension de ce qui est souhaitable, je crois qu'il faut en effet faire la différence probablement entre les évolutions de moyen terme ou de moyen long terme et puis les évolutions de très long terme. À très long terme, bien entendu, pour moi, clairement, le Conseil est l'anticipation de la Chambre haute, le Parlement est la Chambre basse, déjà existante, mais qui n'a pas encore toutes les responsabilités qu'elle doit avoir, bien sûr, et la Commission est l'anticipation du gouvernement fédéral, confédéral, du gouvernement européen. Je n'ai pas de doute là-dessus, je l'ai dit, en effet, à quelques reprises. Je n'ai pas de doute non plus que nous ferions un grand progrès si on avait un ministre des Finances de la zone euro, comme j'en ai fait la proposition lors d'un discours que j'ai prononcé à Aix-la-Chapelle à l'occasion de la remise du prix Karl der Grosse. Et la suggestion que je fais, effectivement, se situerait plutôt dans une perspective de moyen-long terme. Ça demande déjà un changement du traité, une approbation par toutes nos démocraties politiques. Beaucoup de choses sont possibles quand on est en période de crise. Nous n'avons pas décidé cela en période de crise. Peut-être aurait-on pu le décider, enfin on ne l'a pas décidé. Et donc, si on veut être réaliste, il est clair qu'une idée allant aussi loin pourrait être très violemment critiquée par tous les souverainistes en disant « mais enfin, vous allez beaucoup trop loin ». Là, vous transmettez vraiment le pouvoir souverain ultime sur le plan budgétaire, en particulier, au Parlement européen, et vous le retirez au Parlement national. Et c'est vrai. Donc, lorsque je dis que c'est néanmoins une avancée qui me paraît souhaitable à moyen terme, c'est parce que, à tout le moins, elle permet de garantir à la fois un mécanisme de légitimation démocratique et en même temps une effectivité de la nouvelle gouvernance que nous avons sous les yeux, puisque malheureusement, même très renforcée, on a vu dans le passé qu'on pouvait ne pas l'appliquer comme on devrait. Donc, à la première question que vous avez posée, je maintiens toutes mes positions, interpréter ce que je viens de dire comme étant une proposition pour le moyen terme qui reste extrêmement audacieuse et qui incorpore des éléments de réalisme, mais qui est extrêmement audacieuse. Je vois d'ailleurs des hommes politiques assez méditatifs devant l'audace de la proposition. Deuxième ordre de questions que vous avez posé, la dédollarisation. Quand j'étais président de la Banque centrale européenne, je considérais qu'il fallait surtout éviter de tomber soit dans le piège de la propagande pour l'utilisation de l'euro, soit dans le piège symétrique
de la, comment dirais-je, critique du dollar des États-Unis. J'ai toujours dit moi-même, et je continue à le penser profondément, et les gouverneurs et les présidents de la Banque suisse en savent quelque chose, parce que je crois qu'ils partagent ce sentiment. Nous ne sommes absolument pas en guerre les uns contre les autres. Nous avons besoin, au contraire, d'avoir un niveau de confiance total entre nous. C'est d'ailleurs ce niveau de confiance total entre nous qui nous a permis d'éviter la catastrophe ultime et d'éviter la Grande Dépression que je disais. Les participants du marché, les investisseurs, les épargnants mondiaux choisissent, voient ce qui est le mieux pour eux. Ce que nous avons observé, je m'en réjouis énormément, c'est très peu de changements structurels depuis l'euro. Certains se disaient l'euro va prendre la place qui correspond à la première puissance mondiale en matière de commerce, de trade, donc on va avoir un effondrement du dollar et l'euro va flamber. Ça aurait été une catastrophe épouvantable. Ou bien l'inverse, d'ailleurs, au moment de la grande crise, l'euro va se volatiliser et le dollar va tout dominer. On n'a vu ni l'un ni l'autre. On a quand même vu des fluctuations importantes. L'euro, à un certain moment, a été à 0,83 $, donc extrêmement bas. À un autre moment, il a été à 1,57 ou 58, très haut. Aujourd'hui, chacun a son sentiment sur s'il est, le point où il est arrivé. Mais je crois que nous avons, par probablement un effet de la sagesse des banquiers centraux d'un côté et de la rhétorique qu'ils ont utilisée, et aussi par... j'imagine, un fonctionnement pas trop mauvais de la finance mondiale, nous avons réussi à éviter des événements trop graves et trop déstabilisants. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Il est certain que nous allons vers un monde plus multipolaire. Il y a déjà un pôle renminbi très important. De facto, le renminbi n'est pas encore un élément du système mondial reconnu. Il n'est pas encore l'une des monnaies faisant partie du panier des droits de tirage spéciaux, mais ça va venir nécessairement. Et là, effectivement, il prendra plus de place et laissera moins de place à la fois au dollar et à l'euro. C'est probablement quelque chose qui est, à mon avis, nécessaire, correspondant à une absorption, une reconnaissance par le monde monétaire de ce que sont les vrais rapports de force maintenant sur le plan économique et financier. Je note au passage, j'ai évoqué les droits de tirage spéciaux. Je sais que les banquiers centraux suisses vont me dire que je vais quand même un peu loin là, mais je leur fais remarquer que toutes les monnaies qui sont dans le palier des droits de tirage spéciaux ont maintenant la même définition de la stabilité des prix, c'est-à-dire 2%. Les Japonais ont décidé l'année dernière d'avoir un targeting à 2%. Les Américains ont décidé il y a 2 ans que la bonne stabilité des prix à moyen long terme était 2%. Les Anglais sont à 2% et les Européens, comme vous le savez, enfin la zone euro, sont à moins de 2, mais proches de 2. Donc, pardon ? Vous avez vraiment le 2%, on peut dire ça? Ah bon? Mais je croyais que vous visiez quelque chose qui était un peu plus bas que le 2, non? Ah. C'était notre position, comme vous le savez, avant notre clarification de 2003. Un jour, peut-être, vous direz, moins de 2, mais proche de 2. Non. Non. Alors, je passe à la question suivante. Je suis évidemment d'accord avec vous. Explication aux votants. Je crois que nous avons un problème, c'est vrai, très très sérieux, en Suisse et en Europe, d'une manière générale, dans tous les pays, dans le mien, mais dans tous les pays européens, de meilleure compréhension de ce que nous faisons. Alors évidemment, votre remarque, votre question était quand même très orientée sur les arguments négatifs, c'est-à-dire si on ne fait pas cela, ça va être la catastrophe. Il faut évidemment qu'on ait aussi une série d'arguments positifs. On fait cela parce que c'est très positif. Mais vous avez évidemment absolument raison, aussi bien pour la Suisse que pour l'ensemble de l'Europe. C'est vrai que le fait pour les Européens d'être plongés
dans un univers mondial qui jusqu'à présent a été très sceptique, très négatif, qui, si vous voulez, vu par le reste du monde, les Européens sont incroyablement audacieux. Et donc, il est normal de dire, vu du reste du monde, ces gens-là sont très, très audacieux. Ils lancent quelque chose qui n'a jamais été expérimenté, on n'a jamais vu, ex nihilo, et par la volonté, par un accord de volonté, des pays décidaient de s'allier aussi étroitement et de vouloir créer un marché unique avec une monnaie unique. Donc, ils ont des risques considérables. Or, en plus, ils ne semblent pas être très conscients du fait qu'ils sont incroyablement audacieux, ce qui est vrai. Les Européens sont incroyablement audacieux et pas vraiment conscients. Et le renforcement formidable de la gouvernance européenne est lié à leur propre expérience et à, malheureusement, la leçon ou les leçons de la crise. Donc on voit bien que, vu du reste du monde, des gens très audacieux et qui ne sont pas entièrement conscients qu'ils sont audacieux présentent des risques. Alors, j'attache beaucoup de prix justement à ce qu'on puisse communiquer de la manière la plus convaincante possible qu'on sait maintenant qu'on était audacieux, qu'on a pris un certain nombre de mesures qui vont très loin et surtout qu'on a eu le meilleur des stress tests, comme on dit aujourd'hui, qu'on puisse imaginer. Nous avons traversé la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale sans perdre la crédibilité de notre monnaie et sans perdre un pays, au contraire d'ailleurs en ajoutant quelques pays à la monnaie unique. Donc voilà mon commentaire sur la seconde question. Sur la troisième question, je crois qu'effectivement, et j'aurais pu, si j'avais eu le temps, insister beaucoup plus là-dessus, nous vivons un moment considérable de la légitimation démocratique des institutions européennes. C'est clair qu'on a un conflit entre le législatif et l'exécutif. L'exécutif européen semble être encore, non pas la Commission bien sûr, mais le Conseil. Et l'enjeu est la Commission. Le Conseil est en désaccord avec le Parlement en désaccord avec le Conseil. Est-ce que, fort de la légitimité démocratique que lui donne l'élection au suffrage universel toute fraîche, le Parlement va dire « je n'accepte pas autre chose que le fait que M. Juncker va devenir le président de la Commission », cela ne dépend que du Parlement. S'il est assez fort pour dire « j'ai une majorité », cette majorité refuse toute autre nomination, alors on verra un Parlement beaucoup plus fort. Ils n'en sont pas encore là, à ma connaissance, mais c'est une question de discussion en leur sein, de méditation et d'arriver au seuil de la majorité. Puisque malheureusement, aucune alliance actuelle, c'est-à-dire l'alliance des deux sensibilités traditionnelles, disons les sociodémocrates et les conservateurs, cette alliance-là qui existe, ils sont d'accord, n'arrive pas encore à la majorité. Mais je pense qu'ils y arriveront, ils devraient y arriver. En tout cas, c'est mon analyse. Alors, bien entendu, le Conseil pourra toujours dire « moi aussi, j'ai une clé. Moi aussi, j'ai une clé. Vous n'êtes pas dans la législation européenne actuelle, dans le traité actuel de l'Europe, vous ne pouvez pas imposer votre volonté à l'exécutif ou à ce qui fait au Conseil. Et donc, peut-être allons-nous assister à une vraie bataille d'une importance considérable. Les Européens font l'histoire en ce moment. Ils font l'histoire. C'est de l'histoire, d'un morceau de l'histoire du monde qui se fait en ce moment. Le propre de l'histoire qui se fait, qui vient de se faire et qui se fait, c'est qu'elle n'est pas écrite à l'avance. Aucune histoire n'est écrite à l'avance. D'ailleurs, Jean Monnet l'a dit admirablement bien. Je reviens à Jean Monnet. Son intuition que, finalement, c'était la mise en commun d'éléments économiques, et je l'ai constaté, financiers et monétaires, puisqu'il mentionne la monnaie unique lui-même dans ses écrits, très antérieurs au rapport Werner, et que ces progrès dans l'ordre économique, finalement, qui engendrent ensuite les progrès dans l'ordre politique, je dois dire,
tout mon exposé tournait autour de cette idée. Nous avons de facto fait des progrès énormes sous la pression de la nécessité dans le domaine de la gouvernance économique. Bien entendu, ceci appelle des progrès dans l'ordre de la légitimation démocratique. C'est du Jean Monnet pur, ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres demandes de parole? Alors, ma question plaît peut-être pas à Madame Merkel, mais pourquoi la Banque centrale européenne n'injecte pas de l'argent pour faire tourner une planche à billets comme les Japonais et les Américains l'ont fait? Et je prendrai cette autre question. Merci infiniment de ces paroles absolument émouvantes. Si j'avais la compétence, je vous donnerais immédiatement la nationalité suisse, parce que je pense que vous seriez un porte-parole merveilleux pour contrer certaines tendances populistes qui se font jour dans ce pays. À part ceci, la seule question que j'ai à poser, dans le développement qui a été fait, on voit de plus en plus qu'il y a une zone qui avance plus que l'autre, c'est la zone de l'eurozone. Et il y a une zone qui suit tant bien que mal. Alors, de temps à autre, on parle d'une Europe à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'envisager une Europe à des niveaux différents? C'est-à-dire, certains veulent rejoindre jusqu'à un certain point et ne pas rejoindre. À mon avis, ça simplifierait peut-être quelques questions auxquelles vous venez de répondre sur la légitimation, enfin, des conflits qu'il y a entre le législatif et l'exécutif à propos de la nomination de monsieur ou de monsieur Juncker. Parce que finalement, ce qu'on va voir, c'est que les Anglais, essentiellement, quelque peu soutenus par d'autres, ont une vision très nette qui ne veulent pas quelqu'un de trop fort à la tête de la fonction qui est en train d'être mise en concours. Merci beaucoup. Troisième et dernière question, parce qu'on arrive à la limite de notre temps. Donc, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Trichet, vous donc définissez la stabilité des prix comme étant une inflation, disons, de l'ordre de 2%. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi définir la stabilité de la valeur de l'argent comme étant l'argent plus l'intérêt sans risque étant zéro, ne perdant pas de valeur avec le temps? Parce que toutes les banques centrales maintenant s'entendent qu'on voit une inflation de 2%, taux d'intérêt réel moins 2, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc combiner les deux dans la vision? Surtout que la pensée unique est très forte un peu partout, comme vous savez. Merci Bonne beaucoup, question. monsieur Trichet. Je peux y aller? À la première question, pourquoi ne faites-vous pas fonctionner à fond la planche à billets? Je me suis demandé, j'ai vu, madame, un peu d'émotion dans la salle. Tu disais que tu étais prêt à me décerner un brevet de citoyen suisse. Effectivement, si vous voulez, les choses se présentent de la manière suivante. Je résume, hein, mais c'est un sujet très, très important. Aux États-Unis, 80% de l'économie est financée par les marchés, 20% est financée par les banques commerciales. En Europe de la zone euro, 80% de l'économie est financée par les banques, ou devrait être financée par les banques, 20% financée par les marchés. Donc vous êtes dans deux univers structurels assez différents. Il n'est pas tellement étonnant dans ces deux univers que les principales mesures non conventionnelles ne soient pas les mêmes. La principale mesure non conventionnelle aux États-Unis, ce sont des interventions massives sur les marchés. On présente ça comme du quantitative easing. J'ai tendance à y voir personnellement beaucoup de credit easing, c'est-à-dire beaucoup d'interventions pour donner au marché la liquidité qui leur est nécessaire, empêcher les phénomènes de stop brutaux, de sudden stop, empêcher l'évaporation possible de la liquidité, de manière à ce que le financement de l'économie américaine, notamment les mortgages, se fasse de manière aussi aisée que possible. Voilà mon interprétation de ces interventions massives sur les marchés, disons, de valeurs négociables aux États-Unis. Bien entendu, il y a aussi un aspect, je pèse au maximum sur les taux d'intérêt pour les mettre le plus bas possible. En Europe, depuis le début, le 9 août 2007, ce qu'on a décidé, comme je l'ai dit, c'est de donner de la liquidité de manière illimitée à taux fixe.
Et c'est ce que fait la Banque centrale européenne depuis la crise. Depuis la crise, toutes les banques commerciales en Europe ont en permanence toute la liquidité qu'elles veulent, pourvu naturellement qu'elles présentent des garanties. Mais ça veut dire qu'elles pourraient avoir 2 fois plus de liquidité que ce qu'elles demandent, 3 fois plus de liquidité que ce qu'elles demandent, 4 fois plus. Elles pourraient avoir 1 trillion d'euros de plus de liquidité que ce qu'elles demandent actuellement. Elles pourraient avoir 2 trillions d'euros de plus de liquidité que ce qu'elles demandent actuellement. En d'autres termes, les États-Unis sont obligés eux-mêmes d'intervenir en rachetant des valeurs négociables sur les marchés. Les Européens donnent une garantie inconditionnelle. Comme vous l'avez vu, cette garantie a été étendue maintenant jusqu'à fin 2016. Donc jusqu'à fin 2016, toutes les banques commerciales en Europe savent qu'à tout moment, elles peuvent avoir toute la liquidité qu'elles veulent, à la fois au titre du refinancement hebdomadaire principal et au titre d'un refinancement à 3 mois. Voilà, dans mon analyse, la différence. Donc, on pourrait dire, je ne le dirai jamais, même sous la torture, mais on pourrait dire que si les banques commerciales en Europe demandent 2 trillions d'euros de plus, elles ont les 2 trillions d'euros de plus, compte tenu des engagements qui sont pris par la banque. Donc dire que la Banque centrale européenne ne fait pas ce qu'elle devrait, qu'elle est trop timide, qu'elle est trop lente et laborieuse, je ne crois pas que ce soit juste de dire ça. Par ailleurs, bien entendu, comme vous le savez, dans le passé, elle est intervenue. Elle a racheté du trésor espagnol, du trésor italien, des trésors des 3 pays qui ont été les premiers à être attaqués, Irlande, Portugal et Grèce. Elle a racheté des valeurs négociables, les fameuses les obligations garanties, les covered bonds. Elle envisage, et je crois qu'elle a absolument raison, d'intervenir de manière importante sur le marché des asset-backed securities, des obligations précisément garanties. Et je crois que c'est très important parce que ça doit permettre de mieux transmettre la politique monétaire centrale dans toute la zone. Et elle vient de décider, et ça aussi c'est important, de refinancer de manière privilégiée sur moyenne période, à 4 ans, les prêts bancaires qui seraient additionnels et faits au secteur non financier. Donc je ne crois pas du tout qu'il soit juste de dire que la Banque centrale européenne n'en fait pas assez. Et ça fait partie des difficultés de communication que nous avons avec un marché mondial qui a tendance à n'avoir qu'une seule grille de lecture. J'ajoute que les taux d'intérêt, comme vous le savez certainement, sont inférieurs dans la zone euro à ce qu'ils sont aux États-Unis, aussi bien pour les taux ultra courts, compte tenu des dernières décisions prises, mais c'était déjà le cas avant, que pour les taux à moyen terme et à long terme. Le Bund est nettement en dessous des taux américains. Naturellement, les taux d'intérêt suisses sont encore plus bas, mais nous sommes en présence, là, de toute une hiérarchie des taux sur les valeurs, les bonds européens qui sont très en dessous des taux américains. Et je crois que ceci mérite également d'être noté. Alors, c'est vrai que la zone euro est en excédent de la balance des paiements courants. Je omettrai de parler de l'excédent suisse. Et l'Amérique est en déficit de la balance des paiements courants. Et ceci demeure évidemment pour le moment incontournable. En ce qui concerne la question suivante, je suis absolument d'accord, évidemment, avec le fait que nous avons une Europe à 2 vitesses, mais nous l'avions déjà, l'Europe à 2 vitesses, avec l'euro. L'euro lui-même est une institution, la Banque centrale européenne est une institution. Le pacte de stabilité et de croissance fonctionne de manière complètement différente pour la zone euro et hors de la zone euro, et c'est évidemment le cas aussi pour la procédure de surveillance macroéconomique. Et je crois qu'il faut être bien conscient du fait qu'on ne peut pas dire il y a 2 camps, il y a la zone euro et puis les autres. C'est une présentation, là aussi, qui est une présentation assez fréquente
du reste du monde, mais ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, je viens de le dire, nous avons déjà une zone euro qui est un peu plus nombreuse que les États-Unis d'Amérique, qui était à 15 pays, qui est à 18 aujourd'hui, qui est à 19 demain. Quand on a négocié le Fiscal Compact, combien de pays ont signé? Parce qu'ils voulaient se préparer eux-mêmes à être à l'intérieur même des négociations pour la zone euro. Nous avons eu 25 pays, nous étions 27 dans l'Union européenne à l'époque. 25 pays ont signé. 2 pays n'ont pas signé, l'Angleterre et la République tchèque. Le paradoxe est que le Danemark, qui a une clause d'opting out, mais de facto est dans la zone euro, le Danemark a signé. Comme vous le savez, la couronne danoise suit l'euro. Donc 25, 26 avec le nouveau pays qui est entré et qui ne se démarque pas des autres 25. Donc il faut être conscient de ça. La zone euro n'a pas fini de croître. Virtuellement, il y a très peu de pays qui sont à côté. Alors nous verrons ce que feront des pays aussi importants que la Pologne, la Suède, l'Angleterre. Nous verrons. L'histoire se fait. Nous sommes en train de faire l'histoire. Mais je crois qu'il faut être bien conscient du fait, et je le dis aussi pour mes propres concitoyens qui ont tendance à dire « on a fait une énorme erreur, il fallait approfondir avant d'élargir, l'élargissement est une énorme erreur ». Et ce qu'il faut, c'est se recentrer sur un noyau central. Ils ont la nostalgie du début. Mais je crois que ceci est complètement dépassé, personnellement. Le plus grand succès de l'entreprise européenne, c'est évidemment l'effondrement de l'Empire soviétique et le fait qu'une très, très grande partie de l'Europe du centre et de l'Est nous ait rejoints. Ça, c'est un énorme succès stratégique, un énorme succès de l'entreprise historique et stratégique que j'évoquais. Dire que c'était pas bien et qu'il fallait attendre beaucoup plus longtemps, etc., ne me paraît pas approprié. Ce n'est pas en ligne du tout avec les nécessités historiques que nous avons rencontrées. Ces pays, beaucoup de ces pays sont déjà dans l'euro. Les 3 Baltes vont être dans l'euro. La Slovénie et la Slovénie sont dans l'euro. Encore une fois, nous allons voir ce que fera la Pologne. La Pologne a un rôle absolument décisif compte tenu de sa taille et de l'ancrage qu'elle représente en Europe centrale et de l'Est. Mais on voit bien que s'il y a un noyau central, la Pologne en fait nécessairement partie. Personne ne peut discuter cela. Et accessoirement, la Pologne est un beau succès économique jusqu'à présent. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, oui, il y a une Europe à 2 vitesses. Virtuellement, il y a une très, très grosse Europe qui est en voie d'intégration plus importante et à laquelle s'appliquera la gouvernance renforcée que nous venons de dire. Et puis, effectivement, il y a, et l'histoire dira, s'il y a 1, 2, 3, 4 pays, peut-être plus, on verra, qui préfèrent rester dehors. La question, bien entendu, de ce sanctuaire de l'Europe qu'est la Suisse se pose virtuellement. Je ne l'aborde pas, mais c'est une très, très grande question, bien sûr. Sur la dernière question, je crois que la Banque centrale de Suisse a déjà répondu. Nous sommes entre 0 et 2, avez-vous dit. Et si j'ai bien compris, la question était essentiellement, est-ce que 2, c'est pas mal? On devrait avoir 0. La vraie stabilité... Non, c'est pas ce que vous avez dit, pardonnez-moi, j'ai mal compris. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Comme vous le savez, si les taux d'intérêt sont à 0, les taux courts d'ailleurs sont à 0 dans tous les grands pays avancés, et si l'inflation est à 2, ça veut dire que le taux réel est à moins 2%. Et certains, en particulier certainement nos amis japonais, considéreraient que c'est très très bien et qu'on a encore besoin d'aller plus bas dans les taux réels courts. C'est d'ailleurs plus ou moins implicitement le raisonnement actuel de la plupart des banques centrales.
Mais je peux peut-être conclure là-dessus. Toutes les grandes banques centrales, je l'ai dit, y compris la Suisse, font des efforts incroyables. Et croire que la Banque centrale européenne en fait beaucoup moins que les autres n'est pas juste, à mon avis, compte tenu de ce que je vous ai expliqué. Mais ce n'est pas une situation normale quand même que toutes les grandes banques centrales des pays avancés soient à 0% et, sous une forme ou sous une autre, à octroi de liquidités de manière incroyablement abondante. Je crois que c'est justifié par la situation réelle dans laquelle nous sommes, par le fonctionnement très anormal des marchés financiers dans tous les pays et par le fonctionnement probablement très anormal de l'économie réelle sous-jacente, avec, en dépit de ces circonstances incroyablement favorables en matière financière, donc liquidité illimitée à taux zéro, en dépit de cela, l'investissement n'est pas brillant, certainement pas du tout brillant en Europe, dans la zone euro, certainement pas brillant aux États-Unis, pas brillant au Japon. Donc il y a quelque chose qui est assez anormal, très anormal. Je crois que les banques centrales sont justifiées de faire ce qu'elles font, mais je crois qu'elles doivent accompagner ce qu'elles font de messages très forts pour les gouvernements d'un côté et pour le secteur privé de l'autre, en leur disant « Nous savons mieux que personne que ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Et donc, mettez vos maisons en ordre. » Parce que si nous sommes conduits indéfiniment à faire ce que nous faisons, et nous ne contestons pas le fait que c'est justifié dans une assez large mesure, alors nous allons préparer la nouvelle crise. Parce qu'il y a des conséquences inattendues de ce que nous faisons qui sont dangereuses. L'argent ne doit pas être abondant à ce point à taux zéro. C'est très, très, très dangereux dans une perspective de moyen-long terme. Et il y a évidemment des bulles qui se nourrissent de cette alimentation exagérée. Donc, encore une fois, je ne conteste pas ce que font toutes les grandes banques centrales. Je crois que dans les circonstances présentes et compte tenu de ce qui est advenu, elles ont raison de le faire. Je les encourage à être aussi clairs que possible dans leur message vis-à-vis des autres partenaires. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'elles font. C'est certainement ce que fait la Banque centrale européenne dans la ligne qui a toujours été la sienne, où on lui reprochait d'aller trop loin hors de son mandat. Mais effectivement, dire « vous devez respecter le pacte de stabilité et de croissance », à mon avis, ce n'était pas aller trop loin. Dire « vous devez introduire une surveillance attentive de vos évolutions de compétitivité », ce n'était pas aller trop loin. Dire « vous vous comportez mal », moi-même, j'ai signé 2 lettres. Une lettre au Premier ministre italien et une lettre au Premier ministre espagnol. Compte tenu des circonstances, je ne crois pas que c'était aller trop loin. Je dois dire que avec ex ante, c'était justifié uniquement par les circonstances absolument dramatiques dans lesquelles nous trouvions. Je note aussi qu'aux États-Unis et en Angleterre, ce n'était pas dans leur tradition de dire la politique budgétaire doit être beaucoup plus responsable et raisonnable. C'est devenu, dans la rhétorique anglaise et américaine, quelque chose de normal. C'était normal en Suisse, normal en France, normal en Allemagne. C'est devenu normal, me semble-t-il, aux États-Unis, en Angleterre. Ça prouve bien que nous sommes dans des circonstances extraordinairement exigeantes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre réponses ont été, comme toute votre intervention, claires, précises et nous ont fait connaître encore beaucoup d'aspects de la politique et de la finance actuelle qui ont vraiment besoin d'être connus par tout le monde parce qu'ils sont malheureusement méconnus. Vous avez fait donc un grand service à notre fondation, à tout le public que je veux aussi remercier par sa coopération, par ces questions tout à fait pertinentes. Comme nous sommes un peu en retard sur notre temps prévu, rien de grave, je vous invite tous
à prendre l'apéritif que l'université qui a mis à notre disposition cette magnifique salle nous invite à prendre maintenant. Et je lève la séance avec les plus chaleureux remerciements à notre invité d'aujourd'hui.